Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans. Atteint d'une leucémie chronique, l'ancien président du Conseil italien était hospitalisé depuis vendredi. Premiers gains territoriaux pour Kiev depuis le début de sa contre-offensive. 3 villages ont été libérés alors que des bombardements russes ont visé Kharkiv. La coalition centriste Europe Now, grande vainqueur des élections législatives au Monténégro, elle met fin à 30 ans de règne du Parti démocratique socialiste. L'ancien président du Conseil italien Silvio Berlusconi est mort à l'âge de 86 ans. Atteint d'une leucémie chronique, il était hospitalisé depuis vendredi à l'hôpital San Raffaele de Milan pour des examens de contrôle dont la date avait été avancée. Entrepreneur à succès, propriétaire du club de football de l'AC Milan pendant une trentaine d'années et bâtisseur d'un empire médiatique, Silvio Berlusconi était surnommé l'immortel pour sa longévité en politique. Sa carrière aura été marquée par une série de scandales. La victoire aux élections de 1994 est incontestablement l'un des moments phares dans la carrière de Silvio Berlusconi. Elle lui permet d'occuper pour la première fois le poste de Premier ministre. Un succès déterminant pour cet homme d'affaires et ce patron des médias qui assoit un peu plus son emprise sur l'Italie. Berlusconi est entré en politique quelques mois auparavant. Il vient de fonder le parti du centre-droit, surnommé Forza Italia, en hommage aux chants repris dans les tribunes des stades de football italiens. Berlusconi n'est pas un inconnu, sa vie est étalée depuis déjà quelques années dans la presse italienne. Il rencontre vite de nombreux succès dans le bâtiment, puis il investit dans les médias et devient propriétaire du plus grand radiodiffuseur commercial du pays, Mediaset. Berlusconi s'est lancé entre-temps dans le football, il a racheté le Milan AC, qui décrochera 5 titres de champion d'Europe sous sa présidence. Ses premiers pas en politique ne sont pas aussi convaincants. Sa première expérience de Premier ministre n'a même pas duré 1 an. En 2001, il reprend pourtant du service après avoir signé un contrat symbolique avec le peuple italien. En mai 2008, il se retrouve pour la dernière fois à la tête d'un gouvernement. Il aura séjourné ainsi à 3 reprises au palais du Quirinal et détient le record de longévité à la tête du Conseil sous la République italienne. Sur le plan international, Silvio Berlusconi se montre influent. Il organise le premier sommet post-11 septembre 2011 qui favorise un rapprochement entre l'OTAN et la Russie à travers un engagement commun face aux menaces internationales. Mais il est loin de faire l'unanimité. Il subit de nombreuses attaques après des déclarations déplacées sur la scène internationale. À un député allemand, il dit qu'il le verrait bien comme capot dans un film sur les camps de concentration. Il est aussi au centre de nombreuses affaires qui affaiblissent sa crédibilité, notamment des affaires de mœurs. En 2013, il est condamné à 7 ans de prison pour avoir eu des relations sexuelles tarifées avec une danseuse marocaine mineure et avoir abusé de son pouvoir pour le dissimuler. 2 ans plus tard, il est innocenté de toutes ces accusations en appel. Le magnat des médias italiens aurait dépensé plus de 200 millions d'euros en avocats pour se défendre dans des dizaines de procès où il était accusé de détournement de fonds, de fraude fiscale, de fausse comptabilité, de tentative de corruption d'un juge. Il a toujours réussi à sortir blanchi, sauf en 2012, lorsqu'il est condamné pour fraude fiscale. Il évite de justesse la prison et s'en sort avec des travaux d'intérêt généraux. Les batailles politiques, les conflits incessants avec la justice et de sérieux problèmes de santé auraient pu l'écarter définitivement du devant de la scène. Pourtant, en 2019, il est élu député au Parlement européen. Silvio Berlusconi laisse derrière lui une image des plus controversées, celle d'un homme politique infatigable qui aura tenu le premier rôle pendant près de 2 décennies en Italie. Celle aussi d'un séducteur miné par les scandales et les affaires qui aura fasciné jusqu'au bout, bien au-delà de son pays. Les forces ukrainiennes affirment avoir repris 3 villages sur la ligne de front dans le sud-est du pays. Le premier est Blagodatne, dans la région de Donetsk. Moins de 3 heures plus tard, le service des gardes-frontières ukrainiens a assuré qu'une deuxième localité, celle de Neskouchne, dans la même région de Donetsk, était à son tour à nouveau sous pavillon ukrainien. Ces gains territoriaux sont les premiers depuis le début de la contre-offensive ukrainienne, alors que la Russie poursuit sa campagne de bombardement, une banlieue de Kharkiv ayant été touchée par des bombes à fragmentation. Le week-end a également été marqué par un échange simultané de prisonniers entre la Russie et l'Ukraine. Près de 100 soldats ont été échangés. Parmi les prisonniers ukrainiens, des membres de la garde nationale et des gardes frontières engagés dans les combats près de Mariupol et de la centrale nucléaire de Tchernobyl.
Côté russe, Moscou affirme avoir repoussé une attaque massive de drones marins ukrainiens contre un navire de la marine en mer Noire, chargé de la surveillance des gazoducs qui relient la Russie à la Turquie. Le Kremlin avait déjà rapporté une attaque similaire le 24 mai dernier. La région de Kherson en Ukraine continue de faire face aux conséquences des inondations provoquées par la destruction du barrage de Kakhovka la semaine dernière. Les sauveteurs et les bénévoles évacuent encore les personnes restées dans les zones reculées malgré le risque de bombardement russe. Selon les autorités locales, 3 personnes ont été tuées et au moins 23 autres blessées lors de tirs russes sur des civils évacués des zones inondées. Dans son allocution du soir, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé la Russie d'avoir fait sauter le barrage, d'avoir abandonné les gens et d'avoir ensuite bombardé les bateaux d'évacuation. D'après les derniers chiffres en date fournis par le ministre ukrainien de l'Intérieur, quelques 2720 personnes, dont 205 enfants, ont été évacuées de la région de Kherson et environ 980 autres de la province voisine de Mykolaiv. À Kherson, l'eau est en train de descendre, moins 1,7 mètre par endroit selon le centre météorologique local, mais les autorités redoutent maintenant sa contamination et le développement de maladies, plusieurs cimetières et sites industriels ayant été inondés. C'est une page qui se tourne au Monténégro. La coalition centriste Europe Now a remporté de justesse les élections législatives de dimanche et mis fin à 30 ans de règne sans partage du Parti démocratique socialiste. Ces élections anticipées surviennent dans un contexte de crise politique profonde dans le pays, tiraillé entre ses liens avec la Serbie et la Russie, les mouvements nationalistes locaux et ses aspirations européennes. Clairement pro-européenne, la coalition vainqueur souhaite apaiser les tensions, lutter contre l'inflation et accélérer l'adhésion du pays à l'Union européenne. Mais il est peu probable qu'elle forme à elle seule le nouveau gouvernement. The Europe Now movement has won some 26% of the votes in the Montenegro snap parliamentary election, while Democratic Party of Socialists came in second with around 23% according to the local pollster. This election day was marked with the lowest turnout since the introduction of the multi-party system in the country in the beginning of the 90s. The State Election Commission is expected to announce the final results in the coming days. The vote comes after Milo Djukanovic, the former leader of the DPS, lost the presidential election in April and stepped down after 3 decades in power. Leader of the Europe Now movement, Milojko Spajic, expects the new government to be formed quickly, but the local analysts think this will not be an easy task. Stefan Goranovic, Euronews, Podgorica, Montenegro. L'ex-première ministre écossaise Nicola Sturgeon a passé plusieurs heures en garde à vue dimanche dans le cadre d'une enquête sur les finances de son parti politique, le SNP. La police a indiqué l'avoir relâché en attendant de nouveaux développements. Il s'agit d'un nouveau coup porté au Parti national écossais, affaibli depuis le départ surprise de sa charismatique dirigeante en février dernier, après 8 ans au pouvoir. À l'issue de sa garde à vue, Nicola Sturgeon a clamé son innocence et a indiqué qu'elle continuerait de coopérer à l'enquête. Les investigations qui ont démarré en 2021 portent notamment sur l'utilisation de dons de plus de 600 000 € collectés ces dernières années en vue d'organiser un nouveau référendum d'indépendance. Début avril, le mari de l'ex-première ministre, l'ancien directeur général du parti Peter Murrell, avait lui aussi été arrêté dans le cadre de cette enquête, tout comme le trésorier du SNP, Colin Beattie, quelques jours plus tard. Aucune charge n'a été retenue contre les deux hommes qui ont récemment quitté leurs fonctions. Nicola Sturgeon avait-elle démissionné de son poste de première ministre en invoquant un manque d'énergie après avoir mené le combat indépendantiste sans relâche. C'est sur le Danube, près de Vienne en Autriche, que l'ONG environnementale WWF tente de sensibiliser l'opinion publique sur la restauration de la nature, alors que les États membres de l'UE peinent à s'accorder sur la question. Also die Wiederanbindung von Nebenarmen ist deshalb so wichtig, weil wenn man nichts macht, würden die in den nächsten 10-20 Jahren auf jeden Fall trocken fallen. Pendant des siècles, les rivières d'Europe ont été régulées, leurs bras coupés. Étape par étape, les murs de pierre disparaissent désormais. Objectif, laisser les poissons circuler librement, réduire les risques d'inondation
et assurer l'approvisionnement en eau potable. Présenté il y a un an, un projet de loi de la Commission européenne visant à restaurer la nature sur le continent rencontre de la résistance au Parlement, notamment de la part des députés conservateurs. Die größte Fraktion im EU-Parlament, die EVP, stellte sich bisher gegen das Gesetz. Zu viele Agrarflächen seien von der Renaturisierung betroffen und das gefährde die Ernährungssicherheit in Europa. Un argument réfuté par le WWF. Das Nature Restoration Law bezieht sich auch auf Agrarökosysteme und hier ist es besonders wichtig, dass man eben auch Landwirtschaft betreibt und gleichzeitig Biodiversität schützt. Und deswegen wäre der Vorschlag, dass man 10% der Agrarflächen auch zum Biodiversitätserhalt zur Verfügung stellt. Ernährungssicherheit wird ohne Biodiversität nicht funktionieren und wir sehen bei allen Bemühungen, die es schon gibt, dass unsere Biodiversität immer weiter abnimmt. L'objectif de 10% de réaffectation des terres agricoles en Europe est à présent rediscuté. Les défenseurs de l'environnement craignent qu'un compromis n'affaiblisse la loi. Victoire historique à Roland-Garros pour Novak Djokovic. En s'imposant en finale ce dimanche, le Serbe est devenu le joueur le plus titré du tennis masculin avec 23 titres en Grand Chelem. Il s'est imposé face au Norvégien Casper Ruud en 3-7, 7-6, 6-3, 7-5. Novak Djokovic est en outre assuré de redevenir numéro 1 mondial ce lundi. Il devient aussi le premier à avoir remporté au moins 3 fois chacun des 4 tournois du Grand Chelem.